André Dassary, la chanson de l'Europe, mais la chanson de quelle Europe? Une Europe fédérale, une Europe des nations? C'est la question qu'on se pose tout de suite avec Charles-Henri Gallois. Ligne droite. Tournez, rotative. La libre information. Bonjour Charles-Henri Gallois. Bonjour Clémence Filiakova. Vous êtes président du mouvement Génération Frexit et auteur d'ailleurs de ce livre Les illusions économiques de l'Union européenne. Et vous avez commandé auprès de IFOP un sondage, celui sur la question de l'appartenance de la France à l'Union européenne. Et vous avez été très surpris, vous me le disiez vous-même, par ce résultat. 63% des Français ont voté en faveur d'un référendum sur l'appartenance de la France à l'Union européenne. Et alors expliquez-nous d'abord pourquoi vous êtes surpris par ce résultat. Alors, pas surpris en tant que tel, parce que moi je pensais qu'il y avait une majorité de Français qui étaient favorables à ce référendum, et quelque part, il est légitime. Je pense que les Français sont un grand peuple démocrate, et donc la question c'est de se dire en fait quelle est la dernière fois que les Français ont validé l'Union européenne en tant que telle. Ah oui. C'était le référendum de Maastricht, ça a maintenant 30 ans. Sauf que depuis 30 ans, de l'eau a coulé sous les ponts et il y a eu beaucoup de changements en fait dans l'Union européenne qui n'ont jamais été validés une seule fois par les Français. Ils l'ont même refusé. Voilà, exactement. Les Français ont même invalidé, voilà. Et malgré tout, on leur a quand même fait avancer. Ouais. Entre-temps, il y a eu, vous avez quand même les 20 ans de l'euro. Il serait normal en démocratie de faire un bilan. Vous avez eu le traité d'Amsterdam, 1999, qui a transféré toutes les compétences migratoires à l'Union européenne. Et on va peut-être en reparler. On voit que la question migratoire est notamment au centre de cette campagne présidentielle, donc ce n'est pas rien. Vous avez eu aussi 2001, le traité de Nice, qui a amené les élargissements successifs à l'Est. Et donc, la concurrence déloyale complètement folle, en fait, au sein même de l'Union européenne. Toutes les délocalisations, 55% des délocalisations sont au sein même de l'Union européenne vers les pays de l'Est. Vous avez eu également le traité de Lisbonne, plus pour des questions diplomatiques et autres qui ont été transférées à l'Union européenne. Vous avez eu ensuite le TSCG de 2012, dont on parle peu, qui a transféré toutes les compétences économiques et sociales à l'Union européenne. Donc nous n'avons plus de souveraineté législative, c'est l'Union européenne qui décide des principales lois économiques et sociales qui sont votées dans ce pays. Et vous avez eu enfin, avec le Brexit, l'augmentation faramineuse de la contribution de la France au budget de l'UE et le plan de relance qui coûte beaucoup d'argent à la France. Donc toutes ces conditions ayant changé, l'idée, c'est est-ce qu'il faut poser la question aux Français, est-ce que vous êtes toujours d'accord pour faire partie de ce club? Et 63% ont répondu, il serait normal en fait d'avoir ce référendum. Pourquoi j'ai été surpris? Moi je pensais que c'était majoritaire, peut-être de l'ordre de 55-56%. L'ampleur est énorme, 63%, et surtout, ce qui m'a surpris, c'est l'homogénéité bien, ce sont des résultats. personnes qui demandent un référendum. Ils ne sont pas forcément pour la sortie. Ce ne sont pas 63% donc des Français, d'après ce sondage, qui seraient pour la sortie de la France de l'Union européenne, mais pour le moment, qui sont en faveur d'un référendum. Et vous, c'est ce que vous demandez, tout simplement, qu'on fasse vivre la démocratie. Qu'on pose la question aux Français, ça paraît normal, et surtout, ça paraît être clé si on revient à l'élection présidentielle en fait. Vous reprenez les programmes des candidats, peu importe quel candidat en fait, 90% de leurs mesures sont complètement inapplicables dans le cadre de l'Union européenne. Donc ça pose un grave problème démocratique. Et en fait, il y a même quelques candidats, ce qui est relativement nouveau, qui eux-mêmes disent effectivement mon programme il y a un blocage avec l'Union européenne. Oui. Je pense évidemment à Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Oui. Sauf que la problématique qu'il y a là-dedans, c'est ils proposent d'appliquer un pas de côté, en fait. En fait, ils essayent de plutôt que de donner ce référendum ou même de dire qu'ils sont pour la sortie, ils proposent une sorte de subterfuge, une stratégie. Alors, elles sont différentes. Jean-Luc Mélenchon va nous dire il faut désobéir au traité ou faire ce qu'on appelle l'opt-out. L'opt-out, c'est-à-dire qu'on n'applique pas telle ou telle clause ou tel article des traités, on dit qu'on se met en dehors. Sauf que c'est complètement inapplicable, vous le savez certainement, parce que les opt-out sont toujours obtenus avant la signature des traités. C'est le cas notamment du Danemark pour la sécurité, pour l'euro, ou de la Pologne pour la charte des droits fondamentaux. C'est ce qu'avait fait le Royaume-Uni aussi. Ou le Royaume-Uni pour l'euro, exactement. Sauf que ça se fait avant, et évidemment que ça ne se fera jamais après, parce que si les autres pays ou l'Union européenne accepte qu'on n'applique pas telle ou telle partie des traités qui nous plaît pas, en fait, l'Union européenne n'existe plus, parce que chacun fait ce qu'il veut. Donc ça n'existe pas, c'est complètement inapplicable. Vous avez, de l'autre côté, Marine Le Pen et Éric Zemmour qui nous disent, un autre subterfuge qui est de dire je vais remettre à l'ordre du jour la supériorité du droit national sur le droit communautaire. Alors il y a deux méthodes pour le faire. Soit vous mettez le projet de loi directement à la Constitution en arguant du fait que la Constitution serait supérieure au droit européen, sauf que ça... C'est ce que tentent de faire, on l'a vu, la Pologne et la Hongrie notamment. Ça ne marche pas. Vous avez vu que la Hongrie a été condamnée par sa propre
Cour de justice là-dessus, et la Pologne a été condamnée à payer sur les fonds européens. Ça ne marche pas pour la simple et bonne raison que déjà c'est pas applicable. La Constitution normalement c'est fait pour régir les grands principes des institutions, c'est pas fait pour accueillir des projets de loi tous les 4 matins parce que c'est très lourd de changer la Constitution. Donc c'est-à-dire que vous pourrez faire 2 projets de loi pendant votre quinquennat, ça n'a absolument aucun sens. L'autre option aussi qu'il propose, c'est de dire on va modifier l'article 55 de la Constitution. C'est cet article qui expose justement la supériorité du droit communautaire des traités sur le droit national. Sauf que là aussi, ça risque de ne pas marcher, pour la simple et bonne raison que au sein même de la Constitution, à l'heure actuelle, vous avez déjà des articles qui sont contradictoires. On nous parle de souveraineté nationale de la Constitution, mais on nous dit aussi, l'article 88, que la France fait partie de l'Union européenne. Ça, déjà, c'est contradictoire. Donc, si vous modifiez l'article 55, il y aura toujours cet article comme quoi la France fait partie de l'Union européenne. Or, pour l'Union européenne, la supériorité du droit communautaire existe. En fait, quand il y a un flou, qu'est-ce qui va trancher ? C'est le juge. Et il n'y a pas besoin d'être un grand clerc pour savoir que dans 90% des cas, le juge national ira en faveur de l'Union européenne parce que d'une part, c'est leur idéologie et d'autre part, que toute la jurisprudence va dans ce sens. La jurisprudence au niveau de l'Union européenne, arrêt Costa, Cimental, ou même au niveau national, les arrêts Vabre ou Nicolo. Donc en fait, tout ça, c'est inapplicable. Et j'irais même plus loin, en fait, dans une optique purement tactique politicienne. Je pense que c'est complètement stupide et que c'est une erreur majeure de la part de ces 3 candidats. Parce que finalement, qu'est-ce que l'Union européenne, si ce n'est du droit et des traités ? Et donc, si vous dites que, en gros, votre droit est supérieur, vous n'appliquez à telle partie, l'Union européenne n'existe plus, c'est un Frexit juridique de fait. Et tactiquement, c'est très stupide, puisque ces candidats se croient malins en disant « je fais ça comme ça, je ne dis pas que je suis pour la sortie de l'Union européenne ». Mais si on réfléchit un petit peu 2 secondes, ce qu'ils ne semblent pas avoir fait, pendant l'entre-deux tours, avec une telle stratégie, évidemment que tous les partisans de l'Union européenne et tous les grands médias vont expliquer que leur stratégie, c'est une stratégie de sortie, et donc ils sont pour la sortie. Moi, ce que je leur propose, et il n'est pas trop tard pour changer, quand on est intelligent, on peut changer. De proposer un référendum. Moi, je les invite justement à avoir une autre tactique, c'est-à-dire, vous pouvez très bien arriver devant les Français et dire effectivement, mon programme, il y a un problème avec l'Union européenne. Et donc, je vais arriver vis-à-vis de l'Union européenne et je vais renégocier les traités. On sait très bien que ça ne marchera pas, il faut l'unanimité, on ne renégociera jamais rien. Mais ça a, cela dit, une vertu pédagogique qui est de montrer aux Français que non seulement l'Europe est nuisible, ils semblent s'en rendre compte avec ce sondage, mais qu'en plus elle est réformable. Et donc mécaniquement, ils font sortir. Et derrière, vous dites, écoutez, moi je vais renégocier, ils peuvent même aller plus loin dans le côté fourbe et dire, comme je vais réussir mes renégociations, j'appellerai à voter pour le maintien, mais dire, comme je suis démocrate, de toute façon, je ferai ce référendum. Et là, les grands médias, les adversaires politiques, les partisans de l'Union européenne ne pourront pas s'y opposer puisqu'il s'agit de faire fonctionner taxer, la démocratie. Voilà, ne pourront pas les taxer de Frexit ou à moins de les taxer d'antidémocrates, et vous pouvez convenir avec moi qu'il y a pire comme injure. Donc en fait, c'est complètement inattaquable. C'est la solution, la stratégie de l'Union européenne qui est la plus intelligente, et donc moi, je suis pas là pour défendre une boutique, je suis là pour faire avancer la cause et que le Frexit l'emporte. Et donc, j'invite ces candidats, et même pour eux, parce que sinon, ils n'ont aucune chance lors du 2e tour avec leur stratégie actuelle, j'invite Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Éric Zemmour à adopter cette stratégie, renégociation, et quoi qu'il arrive derrière, un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Et là, dans ces cas-là, en plus, même s'ils réfléchissent un petit peu, c'est la garantie pour eux d'avoir l'électorat souverainiste, ce qui n'est pas fait parce que c'est très difficile pour un souverainiste de voter pour quelqu'un qui n'a pas à minima ce référendum dans leur programme. D'ailleurs, ils se font régulièrement cueillir avec cette question-là du côté des souverainistes. Exactement. Et là, ils gagnent plusieurs pourcentages qui peuvent leur manquer pour arriver au 2e tour et pour gagner. Et surtout, tout le monde parle des abstentionnistes. Dans le sondage, il y a une partie intéressante, 70% des gens qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale, ils peuvent encore s'inscrire, sont favorables à ce référendum. Et je pense qu'en fait, et vous voyez, les chiffres de l'abstention sont énormes annoncés à cette présidentielle, je pense que l'abstention ne fait que monter parce que les gens se rendent compte que le vote ne sert plus à grand-chose. Et quelle est la meilleure façon de les faire revenir aux urnes ? Le référendum. Moi, je pense que c'est via le référendum, et surtout qu'il y en a beaucoup qui ont décroché après 2005, et le viol du référendum de 2005. Quelle meilleure façon pour les faire revenir que de leur proposer la revanche de 2005 et de leur dire « avec moi, vous aurez quoi qu'il arrive un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne ». Et donc je pense que ces 3 candidats, et même j'invite tous les autres d'ailleurs à le faire, seraient avisés de soutenir cette démarche. Et pour les Français qui veulent grosso modo et pour l'essentiel défendre cette question-là, je les invite à soutenir. Il y a une pétition qui existe sur ce sujet, notamment pour mettre la pression vis-à-vis des candidats, à signer la pétition sur référendum-ue.org qui demande justement ce référendum. C'est important parce que plus on sera nombreux et plus on pourra peser. Vous savez qu'au Royaume-Uni, c'est arrivé entre autres comme ça. Il y avait une pétition. David Cameron, qui n'était pas pour le Brexit, s'en est saisi par opportunisme parce qu'il savait que derrière, il y avait peut-être 2-3 millions de personnes et que c'était la façon
de lui assurer l'élection. Et donc c'est pour ça qu'il faut continuer la pression et il faut espérer que des candidats qui soient sincères ou opportunistes se saisissent de cette question. Il en va, encore une fois, de l'avenir de la France. Alors, on a bien compris l'appel lancé. Je pense que les candidats qui nous écoutent et qui nous réécouteront peut-être seront sensibles à cet appel au référendum qui n'est que démocratie. Alors, j'aimerais qu'on rentre dans le fond du sujet puisque vous avez abordé le Brexit. Qu'est-ce qui pourrait arriver à la France si elle sortait de l'Europe ? Pour beaucoup, c'est quand même très effrayant. Alors, regardons un peu ce qui se passe en ce moment au Royaume-Uni. On nous avait quand même, encore une fois, moi j'aime bien le prédire, on nous prédisait une catastrophe, la fin du monde pour le Royaume-Uni, pour l'Europe aussi d'ailleurs, un écroulement. Bon, finalement, l'économie britannique a connu l'an dernier une croissance record, 7,5%, faisant mieux, rappelons-le, que la France et les États-Unis et encore beaucoup mieux que l'Allemagne. Alors, est-ce que c'est un pari réussi du Brexit ou malgré tout, il faut quand même souligner que l'activité du Royaume-Uni est toujours inférieure à son niveau de 2019. Alors, où en est le Royaume-Uni aujourd'hui dans son post-Brexit ? Alors déjà, vous avez pu constater qu'il n'y a pas eu de nuée de sauterelles à Londres, et que tout s'est bien passé, ça va. Il n'y a pas eu de famine, tout va bien, la Tamise ne s'est pas transformée en sang, ça va. On nous a quand même expliqué qu'il n'aurait pas de dinde à Noël et que donc c'était vraiment la catastrophe. Pas de dinde et pas de jouets, ce qui n'est pas arrivé, comme à peu près toutes les prévisions apocalyptiques qu'il y a eu. Et déjà, il faut aussi noter que la France, comme le Royaume-Uni, ne sortiront pas de l'Europe, ils sortiront de l'Union européenne, qui n'est rien d'autre qu'une organisation internationale supranationale, et l'Europe existait avant l'Union européenne, existera après l'Union européenne, qui pourra prendre d'autres formes de coopération internationale et autres. Et d'ailleurs, le Royaume-Uni a des accords avec l'Union européenne ou d'autres pays européens qui ne sont pas dans l'Union européenne. Il n'a pas besoin de l'Union européenne pour ça. Après, évidemment, si on regarde le bilan du Royaume-Uni, vous l'avez dit, 2021, plus forte croissance du G7, n'a pas retrouvé la croissance 2019, mais c'est pareil pour la France. Il y en a qui disent que c'est le cas, c'est pas vrai quand on regarde les chiffres. Donc c'est le cas de beaucoup de pays, en fait. C'est-à-dire que les chiffres français sont peut-être trompés aussi par les subventions européennes, mais qui sont nourris par qui ? Par la France. Notamment. Oui, alors c'est effectivement la France surpaye l'Union européenne, mais c'est surtout que même au niveau de la croissance, de toute façon, la France a fait moins 8,1 en 2020. La croissance n'est pas d'autant en 2021, donc on n'a pas retrouvé non plus le niveau de 2019. Mais ce qui est à noter, c'est qu'effectivement, toutes les prophéties apocalyptiques, notamment, on leur avait dit que le chômage allait exploser. Le chômage pré-référendum était même pas pré-sorti, pré-référendum était de 5%. Maintenant, alors qu'il y a eu le Covid, il est de 4% au Royaume-Uni. On leur avait dit que l'investissement allait s'effondrer. L'investissement continue. Boeing, Nissan, Facebook, etc. investissent massivement au Royaume-Uni. Ils n'investissent pas pour 1 ou 2 ans, ils investissent dans le long terme. Donc ça veut dire qu'ils croient au Brexit. Vous avez eu également, on nous avait dit que dès le lendemain du référendum, la croissance allait être en berne. Dès 2016, c'était aussi la plus forte croissance du G7. On leur avait dit que la City allait quitter Londres, allait aller à Paris, à Francfort. Il y a une centaine de personnes qui sont parties. C'est absolument grotesque. On avait dit que la bourse allait s'effondrer, que la monnaie allait s'effondrer. En fait, absolument aucune des prophéties d'Apocalypse n'a eu lieu. Donc, ça peut rassurer les Français. Là, c'est un peu la deuxième partie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ce référendum, qu'est-ce qu'il faut voter ? Évidemment, moi, je ferai la campagne en faveur du Frexit. Mais ça montre bien, en tout cas, que la sortie, et on nous fera le même sketch en France, la sortie n'est pas du tout la catastrophe qu'on veut bien nous dire. Le Royaume-Uni s'en sort relativement bien. Je pense s'en sortirait encore mieux parce que là, ils sont, comme les autres pays, finalement, pas mal embourbés à cause du Covid. Mais en tant que tel, le Royaume-Uni s'en sort très bien. On leur avait dit qu'ils allaient sortir sans accord, que ça allait être la catastrophe. Non, pas du tout, parce que le Royaume-Uni avait des atouts majeurs dans la négociation, et c'est le Royaume-Uni qui a dit écoutez, nous on est prêts à sortir sans accord. Je pense que c'est l'Union européenne qui aurait été perdante de toute façon à une sortie sans accord, et c'est pas pour rien que c'est l'Union européenne qui finalement s'est couchée, et le Royaume-Uni a obtenu un très bon accord qui est de 0 douane, 0 quota. Donc en fait ils ont l'accès complet au marché commun, et ça me fait d'ailleurs penser à un autre mythe de l'Union européenne qu'on dit souvent. Regardez, pour peser face à la Chine aux États-Unis, ce qui est grotesque parce que c'est l'Union européenne, de par la libre circulation des capitaux, des marchandises, en fait, qui s'expose à la Chine aux États-Unis. Donc l'Union européenne ne nous protège pas, elle nous expose. Prête le flanc. Voilà. Oui. Et on nous dit après l'Union fait la force. Et donc l'Union fait la force. Regardez, il faut être gros pour peser. Mais ça ne marche pas. On a vu quelle force pendant la pandémie du Covid. On a vu que finalement là, c'était chacun pour soi, que l'Allemagne récupérait les usines de masques qui étaient chez elle et qui étaient partagées avec la France. Finalement, elle récupérait les matériaux seulement pour elle. Bon voilà, on a vu de grands partages et de belles solidarités au début de la Covid aussi. Ça c'est très vrai, vous avez raison, il n'y a pas de solidarité, mais c'est surtout que d'une manière générale, on dit l'Union fait la force, mais l'Union fait la force comme tout le monde tire dans le même sens. L'Union européenne, vous avez sur tous les sujets des intérêts divergents, donc quand vous allez pour négocier, en fait, il n'y a pas une position claire, et c'est pour ça que dans toutes les négociations,
Au final, l'Union ne fait pas la force, l'Union européenne est affaiblie. On a parlé très souvent sur cette antenne sur la pêche, par exemple. Oui. L'accord obtenu par l'Union européenne était très mauvais. Très mauvais pour la France, en tout cas. Très mauvais pour la France, mais c'est le Royaume-Uni qui a gagné ces négociations de toute façon avec l'Union européenne. Donc 400 millions d'habitants pèsent moins face à 67, quand ces 67 sont indépendants, sûrs de leur force et sûrs de leurs intérêts. Parce qu'ils sont représentés par des commissaires qui sont plutôt des bureaucrates et qui ne connaissent pas la problématique de chaque pays. Et on le voit notamment, encore une fois, dans la signature des contrats avec les laboratoires Pfizer, etc. Chaque État n'a pas eu son mot à dire. Oui, tout s'est passé au niveau de la Commission européenne. Non seulement il n'a pas son mot à dire, mais il négocie, et quand il négocie un accord de libre-échange, il négocie pour qui ? Essentiellement, souvent il négocie pour l'Allemagne, pour l'industrie automobile allemande, la pétrochimie, etc., mais pas pour les intérêts des agriculteurs français ou d'autres secteurs français. C'est toute la problématique. Et vous avez vu la même chose, l'Union fait la force. Le Canada, c'est 2 fois moins de population que la France. Vous savez que l'accord commercial, le CETA, en fait, c'est le Canada qui a obtenu un meilleur accord que l'Union européenne, parce que l'Union européenne, comme les États ne sont d'accord sur rien, évidemment, ils n'ont pas une position qui est claire, et un État qui est libre, indépendant, et d'ailleurs, ça ne veut pas dire qu'il est isolé, qui fait des alliances avec tel ou tel pays selon ses intérêts, s'en tire bien mieux. Et tous les chiffres, d'ailleurs, économiques le montrent, dans la mondialisation, ce sont les États qui sont indépendants, qui font des alliances selon leurs intérêts, ce qui s'appelle en gros la coopération internationale et pas l'Union européenne supranationale. Ce sont ces États-là en réalité qui s'en tirent le mieux et qui marchent. L'Union européenne en fait est un boulet au pied des États européens, et c'est l'Union européenne qui est en train de détruire l'Europe. Donc c'est vrai qu'il faut bien faire cette distinction entre Union européenne et Europe. Alors, une dernière question rapidement. On a compris que d'après vous, en tout cas le Royaume-Uni a signé un très bon accord et avait des atouts et il s'en sort très bien finalement de ce Brexit. Qu'est-ce que ce serait pour la France ? Est-ce que la France d'abord serait capable de négocier un tel accord ? Et ensuite, est-ce qu'elle a assez d'atouts dans son jeu ? Est-ce que finalement aujourd'hui, elle n'est pas affaiblie aussi ? Est-ce qu'elle peut résister à une sortie d'Europe ? De l'Union européenne, pardon. Voilà, de l'Union européenne. Elle a autant d'atouts que le Royaume-Uni, parce que quels étaient les principaux atouts du Royaume-Uni ? C'est le fait que c'était un contributeur net à l'Union européenne, donc le Royaume-Uni donnait plus d'argent qu'il recevait de l'Union européenne. C'est la même chose pour la France. Nous, c'est encore pire parce qu'on donne 13 milliards de plus à l'Union européenne que ce qu'on reçoit. Donc on a une contribution encore plus grande. Et dans les négociations, c'est un des leviers, c'est évidemment l'argent. Et c'est de dire, écoutez, on va vous donner l'argent pendant le cycle budgétaire qui avait été négocié. Si vous ne voulez pas de l'accord, nous, on coupe les fonds directement et vous ne toucherez plus rien. Ça, c'est un premier levier. Le deuxième levier, c'est celui qui est commercial. Or, le Royaume-Uni, comme la France, ont un déficit commercial très important. Vous avez en grande partie lié à l'euro pour la France. Vous avez vu les chiffres. Dernier déficit commercial, record historique pour la France, 85 milliards d'euros de déficit commercial. Vous avez l'immense majorité qui est avec des pays de l'Union européenne. Si vous n'avez pas d'accord et que vous sortez, vous leur dites du jour au lendemain, nous on met des protections, celui qui est perdant, c'est celui qui a l'excédent commercial, c'est pas celui qui a le déficit. Et donc en fait, c'était la même chose pour le Royaume-Uni. C'est bien pour ça que au moment où Macron, vous avez vu, était ridicule, voulait jouer la fermeté, on sort sans accord quoi qu'il arrive, alors que c'était se tirer une balle pour la France. C'est le plus grand excédent bilatéral commercial de la France, un des rares. Avec le Royaume-Uni, plus de 12 milliards d'euros, Macron voulait aller être plus royaliste que le roi, sauf que les Allemands, qui ont un excédent encore plus grand et qui sont très pragmatiques, ont dit non, nous on va obtenir un accord parce qu'on veut continuer à vendre nos produits au Royaume-Uni. Ça sera exactement la même chose en fait pour une sortie de la France. On a un déficit massif vis-à-vis de l'Allemagne. L'Allemagne va vouloir continuer à vendre ses produits en France, donc ne vous inquiétez pas, on aura un accord de type Royaume-Uni avec 0 droit de douane, 0 quota. La France fera toujours partie du marché unique. La seule différence, c'est on aura repris le contrôle, on sera maître de notre loi, maître de notre politique migratoire, maître de notre monnaie. Et ça, je pense, c'est ce que demandent les Français, parce qu'ils ont bien compris que depuis 40 ans maintenant, la France ne maîtrisait plus rien et qu'ils votent à droite, qu'ils votent à gauche, ils ont exactement la même politique qui est celle de l'Union européenne. Merci beaucoup Charles-Henri Gallois, président du mouvement Génération Frexit. Et vous publiez, le IFOP a publié avec vous ce sondage. 63% des Français en faveur d'un référendum sur l'appartenance de la France à l'Union européenne. Alors on peut ne pas être d'accord avec Charles-Henri Gallois, mais on peut difficilement être contre ce genre de référendum. Merci encore Charles-Henri Gallois. Merci à vous. La minute des réseaux sociaux.